Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Quoi Neuf. Ça fait 5 ans que l'on fait cette émission et ce soir, c'est une émission un peu particulière. Nous ne sommes pas dans un studio d'enregistrement, mais au cœur de l'industrie, dans les ateliers de fabrication de cette forge à l'Orme et plus particulièrement au pied du nouveau pylône électrique. Alors, à lui seul, cet équipement qui est impressionnant, qui est incroyable, représente bien les enjeux de l'industrie d'aujourd'hui. Alors que ce soit de la décarbonation, mais aussi de la réindustrialisation, de l'innovation, de la transformation. Derrière cette image, et on le sait tous, il y a une réalité bien plus complexe. Comment continuer à produire, comment continuer à financer la croissance et surtout comment rester compétitif? Et puis notre question, comment prendre les bonnes décisions aujourd'hui pour demain? Et ça, c'est l'enjeu de cette émission de ce soir. On va pouvoir échanger ensemble, regarder tout ça avec beaucoup de détails et surtout, j'ai autour de moi et j'ai cette chance d'avoir des experts, mais aussi des acteurs du territoire et un public avec des industriels. Merci à vous d'être présents. Jean-Denis Garcin de l'UIMM Loire, Union des industries et métiers de la métallurgie de la Loire et chef de projet de Fusion 42. C'est bon, je ne me suis pas loupée. Sylvain Robec, merci d'être là également. Vous êtes responsable des ventes direction de EDF Aura. Bonsoir. Alors j'ai les équipes également de la Banque Populaire avec Philippe B, directeur régional entreprise et banque privée BP Aura. Bonsoir Laetitia, et très heureux d'être ici au sein de ces murs industriels. Voilà, merci beaucoup. Jean-Marie Lallemain, gérant de portefeuille GSM BP Aura, également présent, merci. Bonsoir Laetitia, bonsoir à tous. Gilles Coudon, directeur associé de Adviso Partners. Bonsoir Laetitia, bonsoir à tous. Daniel Damar, vice-président de Saint-Étienne Métropole, fraîchement élu. Très fraîchement élu, effectivement. Bonsoir à toutes et tous et merci pour cette belle invitation. Et puis j'ai également Didier Forestier, qui est le directeur de cette forge ici à l'Orme, mais aussi le président du Club G, qui me rejoint. Oui, bonsoir à tous. Alors moi j'ai déjà une première question. Oui. On est ici donc au cœur. Merci déjà d'avoir suivi mes idées, mais surtout qu'est-ce que vous produisez ici et pourquoi cet investissement dans ce nouveau pylône? Alors, avant de commencer et répondre aux questions, un petit cursus quand même, un vol à haute altitude. Cette forge l'Orme, c'est 120 ans d'existence. On fêtera aujourd'hui les 120 ans de l'entreprise. Depuis 1906, le son des pylônes rythme la vie de l'Orme et de la vallée du Gier. Et j'espère que dans 120 ans, il y aura encore des pylônes. On n'y sera plus, mais peut-être les pylônes seront encore là. Donc, bienvenue dans cette entreprise. Et effectivement, vous êtes ici dans un nouvel investissement, nouveau bâtiment, nouvelle machine. Donc, l'Orme produit des pièces essentiellement pour 4 ou 5 secteurs d'activité, que sont la défense, le machinisme TP, le textile, le ferroviaire et le tout dernier, et j'aime bien le dire parce que ça fait un peu techno, c'est les pompes à vide turbomoléculaires. Ah oui, ça fait très technologique, on est d'accord. Donc, alors, pourquoi cet investissement? Alors, cet investissement a été rendu indispensable à un moment donné, puisqu'on l'entend, on a une autre ligne de production qui est en fonctionnement. La ligne de production qu'on entend, c'est une ligne où passe à peu près 80% de notre production. Donc, on était en situation de fragilité en cas de défaillance. Et il nous fallait déjà, dans un premier temps, sécuriser cette ligne existante. Cette ligne a été installée il y a 45 ans dans l'entreprise et on sent aujourd'hui qu'elle donne des signes de faiblesse et qu'elle nécessite une remise à niveau relativement profonde qui nécessite l'arrêt de la ligne pendant environ 6 à 12 mois. Donc nous étions dans l'obligation pour la continuité de la production d'avoir une nouvelle ligne.
Donc, dans un premier temps, c'est de la sécurisation. Et dans un deuxième temps, ça sera du développement de l'activité, puisque bien sûr, à aujourd'hui, on a un carnet de commandes qui est plutôt rempli à 100, entre 100 et 110%, que l'on freine, parce qu'on n'a pas les capacités de faire plus. Mais si on le souhaitait, on pourrait faire plus. Voilà. Donc, un premier temps, sécurisation, un deuxième temps, développement. C'est plutôt une bonne chose. Et puis du coup, il y a aussi la question là, un peu de la décarbonation autour de tout ça. Alors, il y a des projets, il y a plein de projets à cette Forge Lampe, c'est ce qui nous fait vivre et ce qui nous fait vibrer tous les jours. Donc oui, il y a des projets de décarbonation. On a également associé à la forge la partie traitement thermique. Et aujourd'hui, on réfléchit sur le traitement thermique. Là aussi, on a une ligne qui est âgée d'environ 30 ou 40 ans, qui donne ce qu'elle peut donner, mais qui nécessiterait d'avoir une vision un peu plus techno et d'efficience supplémentaire. Et on envisage de remplacer cette ligne-là par une ligne totalement électrifiée qui nous ferait économiser environ entre 900 et 1000 tonnes de CO2 équivalent. Donc de beaux enjeux là en perspective. De beaux projets, de beaux enjeux et une envie de continuer de rayonner dans l'industrie et d'attirer des talents, parce qu'on sait aujourd'hui que si l'on veut attirer des talents dans les entreprises, eh bien, il faut qu'on montre cette vision dans laquelle on s'inscrit dans la décarbonation, dans la technicité, dans l'IA, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Eh bien super. On peut dire qu'on est dans le meilleur des lieux pour parler d'industrie. Voilà, on est vraiment on a un décor magique. Au cœur de l'industrie, au cœur de la forge. Je vous avoue que c'est une première, je crois, pour tout le monde autour de ce plateau. Moi, le premier, de pouvoir faire une émission au cœur d'un atelier en production, en particulier en forge. Donc, je suis désolé pour le bruit, mais s'il y a du bruit, ça veut dire que ça fonctionne. Donc, c'est bien. Eh bien, on est ravis. Et Merci. On va faire avec. On a, je pense, ce qu'il faut en termes de micro et tout pour tenir cette émission, cette belle émission. Très bien. Merci Didier. Je vous souhaite une belle émission et puis on se retrouve en fin d'émission. À la fin de l'émission, oui, pour la conclusion. Très bien. Merci Didier. Je vous en prie. Alors, on va pouvoir passer donc au tout premier sujet. Et donc, j'en suis ravie. Premier sujet. Alors, on va prendre un peu de hauteur ce soir dans ce premier sujet. Effectivement, l'actualité économique mondiale, elle s'accélère et en plus, elle se complexifie. Il y a un an, dans la dernière émission, on s'interrogeait déjà beaucoup sur les tensions commerciales. Et le paysage, en un an, a beaucoup évolué. Que ce soit les tensions géopolitiques, la pression économique de la Chine, mais aussi les prix de l'énergie, du pétrole, les incertitudes liées aussi aux différents conflits qui sont en cours. Et puis, comme l'a dit aussi Didier, en parallèle, les évolutions technologiques avec l'essor aussi rapide de l'intelligence artificielle qui vient bousculer en profondeur tous nos modèles. Voilà, j'y arrive. Sur ce premier sujet, je vais me tourner vers Jean-Marie Lallemin pour justement essayer de comprendre ensemble comment les industriels peuvent-ils encore se projeter. Et effectivement, par rapport à ce contexte, est-ce qu'on est en crise ou dans une phase réellement de transformation? Donc Jean-Marie, quel bilan déjà pouvez-vous nous faire à ce jour, déjà par rapport aussi aux droits de douane que nous avait imposés l'année dernière Trump? Effectivement, Laetitia, les tensions commerciales ont déjà bien animé l'année passée et je pense que ça sera encore un fil rouge pour cette nouvelle année. Si on regarde ces tensions commerciales du point de vue américain, puisque c'est quand même Trump qui les a mises en place, ces droits de douane, je pense que le premier élément, c'est qu'il n'y a pas eu d'effet sur la balance commerciale, puisqu'il y a même eu un déficit commercial qui a progressé entre 2024 et 2025. Et il y a un autre élément qu'il n'y a pas eu, c'est l'effet de réindustrialisation aux États-Unis. Même s'il y a eu plein d'annonces des entreprises, c'était souvent, je dirais, des projets, des plans déjà évoqués par les entreprises depuis bien longtemps. Et puis, troisième point, je dirais que au niveau, c'est aussi un échec politique parce que Trump
vous l'avez certainement entendu, les droits de douane dits réciproques ont été retoqués par la Cour suprême. Et même les droits de douane temporaires de 10% qu'il avait mis en remplacement, eh bien, elles ont été annulées par un tribunal de commerce. Tout ça pour dire que ça va avoir un impact sur les finances des Américains et du gouvernement, puisque, vous l'avez sans doute entendu, comme la Cour suprême a annulé les droits de douane, elle doit rembourser maintenant les entreprises injustement taxées. Et c'est près de 170 milliards. C'est énorme. Ah, c'est énorme, c'est énorme. C'est impressionnant. Et je dirais que le seul élément positif où Trump a gagné, c'est l'aspect, je dirais, rapport de force. Puisqu'on l'a vu, il y a quand même un certain nombre d'entreprises et de pays qui ont signé des accords. Et avec l'Union européenne, pour terminer, ça doit être encore signé par le Parlement européen dans les prochains jours, d'ici la fin du mois de juin. Et les États-Unis ont réussi, si l'Europe signe, à ce qu'il n'y ait pas de taxation sur les produits importés américains, sur la plupart des produits importés américains. Et en échange, il y aurait un plafonnement de 15% sur les produits importés par les Américains, donc les produits européens. Donc de la grosse tension politique qui ont un peu affolé finalement quand même les marchés, on l'a bien vu, hein, c'est l'actualité profonde, ça change réellement le cours des choses. Alors actuellement, l'actualité se porte beaucoup sur les préoccupations et les impacts de la guerre en Iran-US. Quelles sont pour vous les conséquences à ce stade ? Alors, effectivement, on n'est pas gâté en ce moment. On accumule. C'est le moins qu'on puisse dire. Et pourtant, l'année commençait plutôt bien. On avait une inflation qui était revenue sous les 2%, et on avait une croissance mondiale qui devait s'orienter vers du 3,3%. Bon, effectivement, la guerre entre l'Iran et les États-Unis, ça a remis tout en cause. Et malheureusement, les impacts seront d'autant plus importants que le conflit va durer. Donc plus il dure, plus il y a d'impact. Forcément, c'est bien ça. Forcément, parce qu'en termes de chaîne d'approvisionnement, en termes de prix du baril qui reste élevé un certain temps, et c'est d'ailleurs le souci, puisque un prix du baril élevé, ça a des conséquences en termes de perspective d'inflation. Pour vous donner une idée, ce qui se dit c'est que les économistes disent qu'une hausse de 10% du baril, c'est 0,4% d'inflation en plus. Là, le prix du baril, il a fait plus 50% depuis le début de l'année. Donc, grosso modo, c'est 2 points de plus d'inflation en considérant que le prix du baril ne bougera plus d'ici la fin. Oui, et qu'on ne sait pas précisément en plus comment ça peut encore évoluer. Exactement, exactement. Et donc, dans ce contexte-là, l'institution monétaire qui est la Banque Centrale Européenne qui s'est réunie cet après-midi, elle a été obligée, entre guillemets, de commencer à réagir puisque les chiffres d'inflation qui sont sortis sur le mois d'avril et mai ont montré une inflation au-dessus des 3%. Aux États-Unis, pareil, mais là je parle que pour la partie européenne. Et donc, elle a augmenté ses taux d'intérêt court terme de 0,25%. Sur sa réunion du jour. Et probablement, si le conflit dure, elle sera obligée d'augmenter de nouveau les taux. Et ça, c'est directement impactant pour toutes les entreprises, puisque ça veut dire que les crédits court terme vont mécaniquement augmenter. Donc, c'est vrai que ça va être un élément important. Ouais, c'est un élément finalement à suivre de près, j'imagine. Mais finalement, est-ce qu'aujourd'hui, cette économie mondiale peut encore devenir un petit peu prévisible? J'imagine que ce travail de prévision, des fois, c'est pas forcément évident par rapport à toutes ces tensions, où on se dit maintenant, en gros, c'est plus possible de prédire. C'est vrai que c'est très compliqué de prédire. On a les plus grandes institutions qui révisent constamment à la baisse tous les 3 mois les prévisions de croissance. Et même moi, je suis incapable de vous dire à quel niveau va terminer la croissance mondiale en fin d'année. Ce que je peux vous dire, c'est que tout le monde aurait besoin que le conflit s'arrête le plus rapidement possible. Et ce n'est pas avec les déclarations de cet après-midi encore de Trump
disant qu'il allait frapper fort l'Iran que le conflit s'oriente vers une fin rapide. Oui, donc on sent bien que ça va encore durer. Donc finalement, ce contexte, c'est un vrai frein. On peut le dire comme ça. Hein. Ah, c'est un vrai frein et comme je disais, on commençait une année avec une inflation vraiment modérée. Là, l'inflation est au-delà du seuil défini par la Banque centrale pour qu'elle stabilise la monnaie. Là, on est à plus de 3%. Maintenant, on ne peut pas. La BCE est obligée de prendre en charge cette situation. Oui, en gros, si je résume, on est dans un monde qui est tellement de plus en plus instable qu'il faut surtout faire des choix de façon de plus en plus rapide. C'est bien ça? Absolument. Alors, on a une question du public. Tout le long de l'émission, justement, on aura des questions du public. Merci. Je vous laisse vous présenter votre entreprise. Bonsoir, Stéphanie Perraillon-Gervason, établissement Vial Frères, donc dans le monde industriel spécialisé dans le système de fixation sur mesure, sur plan. Donc l'environnement est un peu identique. On est 45 collaborateurs et dans cette description que vous nous faites, comment nous, industriels, on peut avoir des perspectives demain en France? C'est une très bonne question, Stéphanie. Alors je pense que les autres intervenants pourront sans doute mieux étayer, mais moi, si je regarde au niveau des statistiques, il y a une statistique qu'on aime bien regarder, c'est les indicateurs PMI, qui sont qui est une statistique avancée de l'économie, qui se base sur en fait une enquête mensuelle auprès des gestionnaires dans les entreprises pour savoir tout ce qui est production, emploi ou encore nouvelles commandes, pour avoir un petit peu le pouls au sein des entreprises. Et aujourd'hui, quand on regarde cet indicateur donc PMI manufacturier, donc le secteur qui vous intéresse, il a été en constante amélioration en Europe jusqu'en avril. Et à partir de mai, il a montré un léger recul, mais tout de même en territoire d'expansion. Donc plutôt l'image au niveau européen pour le moment n'est pas dégradée. En France, si on regarde ce même indicateur, il y a eu pareil, une augmentation jusqu'au mois d'avril et soutenue notamment par les constitutions de stock des clients avec cette situation Iran-États-Unis où les gens ne savaient pas combien de temps ça allait durer. Et au mois de mai, là en revanche, gros creux. Et ce que les directeurs d'achat indiquaient, c'était problème dans les chaînes d'approvisionnement, dans les délais de livraison et dans les coûts des intrants. Donc je ne sais pas si sur le plateau vous avez aussi ce même ressenti de la part des entreprises sur le mois de mai, mais en tout cas sur les statistiques avancées, ça s'est un peu dégradé en France au mois de mai. Je ne sais pas, peut-être Jean-Denis, vous, à l'UIMM Loire, vous avez peut-être aussi quelques retours sur ça. Donc effectivement, au sein de l'UIMM, on a un observatoire qui rejoint ce que vous dites, et naturellement. Alors, il y a quand même quelques secteurs qui sont porteurs. Ce que nous a dit Didier tout à l'heure, on est l'illustration. Mais oui, globalement, les carnets de commandes sont à très court terme. En fait, ça manque de visibilité. Alors effectivement, par rapport à ce contexte, j'ai envie de poser la question à Daniel Damar, excusez-moi. Quel regard vous portez sur cette situation et surtout à l'échelle de notre métropole? Est-ce que c'est possible d'accompagner aussi les entreprises? Alors, je crois que d'abord, il faut bien analyser ce qui s'est passé au cours des dernières années pour notre économie et notre industrie. À quoi on est confronté, je dirais, depuis 2000, c'est-à-dire le Covid. Hein. Qu'est-ce qu'on voit? On voit avec le Covid qu'on est incapable d'avoir des masques. On voit avec la guerre en Ukraine que les prix du gaz explosent et qu'on a des problèmes d'approvisionnement en gaz, en énergie. On voit avec la guerre en Iran, qu'on est en rupture d'approvisionnement sur un certain nombre de produits chimiques qui met en difficulté les industries chimiques, les industries liées au pétrole.
et puis qu'on a des prix effectivement de l'essence, du gasoil, etc. qui explosent. Et qu'est-ce qu'on voit également? C'est la politique tarifaire des États-Unis qui a un impact immédiat sur le comportement commercial de la Chine. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier le deal chinois de la société chinoise, c'est de la part du gouvernement, c'est vous n'avez pas de liberté vis-à-vis de son peuple, ou peu de liberté, mais en contrepartie, vous avez de la richesse. La population chinoise, hein, c'est 600 millions de personnes qui sont sorties du statut de la pauvreté en 60 ans. Donc c'est colossal. Les Chinois se sont lourdement, énormément enrichis. Alors ça, c'est la contrepartie, c'est que la promesse de l'enrichissement des Chinois, c'est l'exportation. Si les États-Unis ferment leurs portes, l'exportation, les produits chinois se déversent sur l'Europe. Hein. La cible commerciale de la Chine, c'est l'Europe. On le voit avec les voitures électriques. Hein. La voiture électrique aujourd'hui, c'est 7% du marché. Et en plus, ils sont compétitifs. Ce sont des constructeurs chinois. Donc voilà. Donc au niveau du territoire, au niveau national, mais au niveau du territoire, il faut qu'on sache tirer les conséquences de ces différents éléments. Et les conséquences de ces différents éléments, c'est revenir sur ce qu'on a entendu il y a quelques décennies, c'est-à-dire d'imaginer de faire de l'économie sans usine. Ça, c'est un rêve, c'était une folie. Je n'imagine pas notre monde de demain sans usine. Donc il faut absolument réindustrialiser de manière à être indépendant de ces phénomènes exogènes qu'on de toute façon on ne maîtrise pas. On ne maîtrisera pas ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz, on ne maîtrise pas ce qui se passe en Ukraine, on ne peut pas maîtriser une éventuelle future pandémie. Voilà, on n'a pas la maîtrise là-dessus, mais il faut qu'on sache maîtriser ce qui est à notre portée. On va parler d'électricité. Aujourd'hui, la France est un pays fortement producteur d'électricité, à tel point que d'ailleurs les fabricants de data centers viennent investir lourdement en France parce qu'ils viennent acheter nos électrons, hein, parce qu'on produit des électrons pas chers et en quantité considérable. Donc voilà. Donc il faut qu'on sache utiliser nos électricités. Ça veut dire une mutation forte de nos consommations, pareil, je vais donner un exemple, mais on va tous devoir passer de la chaudière gaz au radiateur électrique. Hein, c'est couru d'avance. On n'a pas le choix. Oui, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Ouais. Alors, comment on décline ça après sur notre territoire, sur le territoire en le mettant... Le territoire, qu'est-ce qu'il peut offrir? Il peut offrir de l'innovation. Vous savez bien, avec vos entreprises, vous ne développerez vos entreprises qu'en innovant. Et le territoire, il doit être là pour permettre cette innovation, accompagner cette innovation, faire le lien avec le monde académique, faire le lien avec les différentes plateformes techniques. Alors, si on parle de la métallurgie, je citerai le CETIM, parce que, bien évidemment, on ne fait pas de métallurgie ou de mécanique dans ce département sans le CETIM. Ou sans d'autres aussi. Hein. Comment? Oui, il y a plein d'organismes. Bien sûr, il y a plein d'organismes sur le territoire. Je cite celui-là parce que j'ai beaucoup travaillé avec par le passé, dans une autre vie. On développe des entreprises où on les fait muter avec du financement. Alors là, il y a les experts, mais il y a au niveau des collectivités locales et de la métropole des fonds d'amorçage qui permettent à des jeunes entreprises de naître et d'évoluer. Et puis, ce sur quoi on a la main au niveau d'une métropole et de la collectivité, c'est sur le foncier. On a à peu près aujourd'hui, dans la métropole de Saint-Étienne, à peu près 150 hectares de foncier à des stades plus ou moins avancés de maturité, je dirais, entre les zones qui existent, des zones qui sont en cours de réaménagement, des friches qu'on va réaménager, mais c'est à peu près un ensemble de 150 hectares, ce qui est extrêmement important. Il y a beaucoup de métropoles qui n'ont plus de foncier disponible pour faire de l'industrie. Hein. Donc nous, on a encore du potentiel. Et on a encore du potentiel, et surtout, il faut qu'on le préserve, et donc notre rôle, ça sera d'éviter que du foncier industriel devienne du foncier à d'autres destinations. Il faut conserver cette richesse en foncier industriel et l'aménager de manière intelligente, c'est-à-dire qu'il faut l'aménager en pensant à tous les usages. On a des salariés qui viennent sur ces zones, il faut pouvoir les transporter avec des transports en commun. Il faut aussi construire, imaginer la problématique du logement qui va avec.
de la biodiversité, du traitement de l'eau. Enfin voilà, tout ça c'est un ensemble. Ouais, il y a tout un Et nous, ensemble, métropole, du coup, on doit avoir cette vision globale pour que les entreprises puissent se développer localement ou à des entreprises venir de l'extérieur pour qu'elles puissent trouver ici leur site de croissance et de développement. Voilà, je crois que... Non, mais c'est déjà très bien. j'ai essayé de Donc, vous répondre. si on retient bien le territoire et avec ces entreprises industrielles, veut aussi avoir de l'attractivité. Il y a encore de la place au niveau foncier, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Puis, vous l'avez également expliqué sur l'énergie, ce qui va me faire en plus, du coup, ma transition. On va pouvoir passer à un autre enjeu, à notre, du coup, deuxième sujet. Alors ce sujet justement qui s'est imposé au fil du temps, on va dire depuis ces dernières années en discussion première, l'énergie, c'est un sujet qui n'est plus seulement technique mais maintenant qui devient réellement stratégique pour nos entreprises et surtout nos entreprises industrielles. Alors il y a la notion de coût, il y a la notion de décarbonation derrière tout ça, mais également de disponibilité. Alors ici à cette forge, forcément on est au cœur de ces questionnements-là avec également le nouveau pilon électrique. L'année dernière, Sylvain, vous étiez déjà avec nous. Je vous repose la même question que l'année dernière. Quoi de neuf sur ce marché de l'énergie? Alors, quoi de neuf? Bon, déjà, je remercie M. Damar parce qu'on a eu un teasing qui était parfait. Plus sérieusement, le premier coin qu'on peut se dire, c'est qu'en fait, l'énergie est redevenue le cœur du réacteur de l'énergie mondiale. Et ça, c'est un fait très nouveau parce qu'il y a 10 ans, on ne parlait pas tellement d'énergie. On n'en parlait pas du tout. Alors qu'on en parle beaucoup aujourd'hui. Eh ok, oui. Et je vais vous en parler un petit peu. Finalement, en fait, on s'aperçoit qu'on est sur un point de bascule à l'heure actuelle qui a été fortement amplifié par les crises internationales et par la crise au Moyen-Orient, parce qu'on a un impact direct sur la volatilité des prix du marché du gaz et du pétrole. Et ça met une pression sur la structure de coûts des entreprises, dont les entreprises ligériennes, qui est très important. Et en fait, le marché de l'énergie, à l'heure actuelle, c'est un vrai paradoxe. En France, on a 27% de l'énergie consommée qui est électrique. Et l'année dernière, on importe 53 milliards d'euros d'énergie fossile. En France, que ce soit sur l'industriel ou le tertiaire, 70% de la production ou des usages est fait sur des énergies fossiles, alors que 80% de ces mêmes process, on peut les électrifier. Donc vous avez déjà identifié, vous, chez EDF, que 80%, c'est possible de tout électrifier. 80%, j'y reviendrai un peu plus tard. Ouais. Mais effectivement, on peut travailler. Cette forge, j'en ai un formidable exemple. Bon, on est d'accord. Alors là, je ne pouvais pas faire mieux avec un pilon Avec- électrique juste oui. derrière moi. Mais on peut Totalement. parler aussi de packs industriels, on peut parler de fours, on peut parler de chaudières à induction. Donc il y a énormément de sujets sur lesquels on peut revenir. Mais en fait, l'enjeu, il va être vraiment de substituer en fait, ces énergies fossiles par une électricité 100% made in France. Parce qu'on a la chance d'avoir C'est un parc l'enjeu, ça. nucléaire. Ouais. C'est le gros enjeu, effectivement. Cette notion de souveraineté, même sur l'énergie. Mais en fait, ça va au-delà de la souveraineté énergétique, parce que oui, c'est de la souveraineté énergétique, mais c'est surtout le premier avantage concurrentiel et de compétitivité pour nos entreprises du territoire. Alors, je vous ai parlé d'approvisionnement, mais en fait, il y a un autre point qui est majeur à l'heure actuelle, c'est la course à l'électrification mondiale. En fait, on n'est pas tout seul dans notre coin à se dire qu'il faut électrifier. Il y a 3 facteurs clés sur l'électrification. Le premier, c'est qu'on va devoir moderniser l'ensemble des moyens de production. Alors là encore, on en a parlé tout à l'heure avec l'introduction de Didier, on est en plein dedans. Deuxième point, l'intelligence artificielle va développer des besoins en électricité hyper importants. Et le troisième, c'est l'installation des data centers, où la France est une terre d'accueil massive. Terre d'accueil massive. Donc il y a un Massive. enjeu autour de ça. Il y a un vrai enjeu et nous sommes d'ailleurs un des pays qui est le plus ciblé par les pays qui veulent installer des data centers. La France est l'endroit qui est pour l'instant très en vogue sur ce sujet-là. Alors vous me direz, la chance qu'on a, c'est qu'en France, on a un mix énergétique avec de l'énergie en abondance qui est décarboné à 95%. Donc on est plutôt très bien situé en termes de souveraineté. En plus, on a une énergie qui est disponible 24/24 et qui est pilotable. Mais après, quand même, on ne va pas dire le contraire. Le nerf de la guerre pour un industriel, ça reste cette notion aussi de prix et de pouvoir aussi en termes de stratégie à long terme, parce que c'est souvent ça la difficulté. Mais je vais y venir. Parce qu'en fait, Désolée. cette force de frappe industrielle qu'on a grâce à notre parc nucléaire, l'année dernière, la France, c'est le premier pays exportateur d'énergie avec 92 terawatts qui sont exportés. Et en fait,
Ça vient vraiment mettre un socle de solidité pour nos entreprises, pour se développer, pour innover et pour investir. La souveraineté industrielle et la souveraineté nationale en termes d'énergie, ce n'est pas juste un concept abstrait. Et d'ailleurs, les adhérents du Club J l'ont très très bien compris. Le modèle économique, à l'heure actuelle, le schéma du marché électrique français, c'est le meilleur bouclier qu'on a contre les crises extérieures, puisqu'en fait, en France, et je vais répondre à votre question, on a en fait, grâce à ça, un avantage concurrentiel massif, tout de suite tarifaire. Au jour d'aujourd'hui, si on compare le prix de l'énergie en France par rapport à l'Italie, c'est 60% moins cher. Si on 60%. Si on compare par rapport à l'Allemagne, c'est 40%. Donc finalement, on est bien lotis. Dans un monde hyper concurrentiel pour nos industriels, on est vraiment sur un facteur de compétitivité qui est très important, sur lequel on peut s'appuyer, sur lequel, en fait, il faut qu'ils s'appuient pour pouvoir investir. Là encore, on revient sur ce qu'on a dit aujourd'hui et l'entreprise où on est aujourd'hui, pour investir, pour booster leur performance, pour aller chercher de la part de marché et trouver de la rentabilité. Donc, effectivement, c'est stratégique. Alors, nous avons également sur ce sujet-là une question du public. Bonsoir à tous. Bonsoir. Jean-Daniel, responsable commercial pour Acobal, une société qui fait des solutions de protection de conditionnement pour la corrosion. Ma question était concrètement, vous avez commencé un peu à y répondre, mais que fait EDF pour accompagner les industriels français pour les aider à gagner en compétitivité? Alors je vais même vous répondre ce qu'on fait pour essayer d'accompagner les industriels ligériens, parce que le territoire nous tient à cœur. On est d'accord. Sur des choses un petit peu plus concrètes, parce que c'est vrai que j'ai parlé un peu d'environnement macro. Concrètement, qu'est-ce que EDF fait? Le premier point, c'est vous donner de la visibilité. Depuis la fin de l'AREN, on propose à nos clients des contrats qu'on appelle des offres de moyen terme, de détail de moyen terme, pardon, les ODMT. Ces offres-là, finalement, vous avez dit quoi, les ODMT, oui, alors offres de détail moyen terme. Merci. Ouais, en plus, je l'ai fait à l'envers au début. Ces ODMT, en fait, quand on est industriel, on veut avoir de l'audace industrielle, on veut investir, mais on a besoin d'avoir un peu de visibilité. Et quand vous avez votre prix d'énergie qui est fixé pour les 4-5 années à venir, hors inflation, on en a parlé tout à l'heure, sur un prix fixe et compétitif, forcément, ça agit directement sur votre capacité à investir et vous pouvez vous concentrer là aussi sur ce qu'on a dit tout à l'heure qui est important pour nos entrepreneurs, nos entreprises et nos industriels, c'est produire et innover. Le deuxième point, très concret, c'est le fonds des 80 ans. Alors cette année, c'est un peu passé au travers. Le en fait, fonds on a des 80 ans, alors, oui. alors ce n'est pas les miens, je vous rassure. Je ne les ferai pas quand même. Quand même. Mais en fait, on a fêté cette année les 80 ans d'EDF. Et donc, on a créé un fonds directement lié pour aller électrifier. On a versé 240 millions d'euros dans ce fonds avec des idées très pragmatiques. La première, c'est qu'il y a 80 millions d'euros qui vont aller directement pour des terrains industriels clés en main. À l'heure actuelle, quelqu'un qui a un projet en France, qui veut le faire sortir de terre, c'est 5 ans. Avec ce qu'on va mettre en place et ces terrains clés en main, vous voyez tout ce que je veux dire, raccordement énergie, tout que le terrain soit exactement prêt, on va le diviser par 2, on va le ramener à 2 ans et demi. Ah oui. Donc ce qui est plutôt concrètement, pas mal. pour des gens qui veulent étendre leur entreprise, développer ou créer, ça va fortement aider. Oui, donc si on a une envie d'extension, finalement, on peut penser aussi à vous, du coup. Mais bien sûr, ce fonds, il est là pour accompagner les entreprises. Il est là pour les accompagner aussi sur la mobilité électrique. Il y a 30 millions d'euros qui vont aller sur la mobilité pour accompagner en fait les transporteurs qui ont du poids lourd à aller vers de la mobilité électrique. Et on va réutiliser aussi 50 millions d'euros pour aller développer plus de 150 hubs de recharge. Alors les hubs de recharge, ce n'est pas juste les petites bornes, hein, c'est les gros qui permettent justement d'alimenter et d'avoir toutes les bornes de recharge. Donc vous voulez accompagner au maximum pour aider les usages aussi, pour développer tout ça et qu'on avance sur cette notion d'électrification. L'électrification, c'est la clé. De toute façon, l'avenir sera électrique. Vous l'avez dit très bien tout à l'heure, la chaudière gaz, elle a un peu de plomb dans l'aile. Il y a une loi qui ne devrait pas tarder à apparaître ou qui est même parue, qui va interdire le gaz dans les bâtiments neufs. Donc déjà, ça donne la tendance. Oui, tout à fait. Mais pour répondre aussi à votre question, quand on dit EDF accompagné, c'est qu'on a la capacité, nous, avec nos filiales, d'avoir une vision vraiment 360 degrés. Et en fait, on a une vraie ingénierie industrielle totale. Alors, comment ça se décrit, ça? C'est que déjà, on est capable d'électrifier vos procédés.
On l'a dit tout à l'heure, on va aller sur de la PAC industrielle. On est capable de passer de four à four électrique, de la chaudière électrique, chaudière à induction. On va booster votre performance énergétique avec Dalkia. On va aller chasser chaque kilowattheure perdu. Chaque kilowattheure perdu, ça veut dire on va optimiser vos usages et vos utilités. On va récupérer votre chaleur fatale. S'il y en a un peu. On est également au bon endroit. On va aussi aller travailler sur comment repenser votre froid industriel pour booster votre performance énergétique. On va aussi parler de production solaire. Demain, aujourd'hui, avec EDF Solutions Solaires, on va accompagner un industriel, on va transformer en fait son foncier, son parking, son toit, en fait en centrale de production. Oui, il y a plein de possibilités finalement. Centrale de production qui va lui permettre de faire de l'autoconsommation et de baisser sa facture, mais aussi d'être plus flexible sur le marché, selon les prix. Dernier point aussi, on vous accompagne sur la mobilité, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. On a une filiale qui s'appelle Easyvia, qui peut vous accompagner de A à Z sur la mobilité électrique et qui peut mettre en place en fait vos bornes de recharge. Bornes de recharge intelligentes. Je vais vous donner un exemple très simple de ce qu'on est capable de faire. Demain, vous êtes un transporteur. Le soir, vos camions rentrent. Ils sont électriques. Vous les branchez. Vous êtes capable de les immobiliser 12 heures. Le système intelligent qu'on a sur nos bornes ne va déclencher la charge que quand il perçoit des signaux de marché où l'énergie est faible pour recharger votre camion au moindre coût. Et demain même, votre camion qui sera branché, s'il lui reste de la charge, il pourra aller alimenter votre bâtiment. Oula, oui. Donc vraiment, les usages sont repris, la productivité aussi derrière, les enjeux également de gains autour de tout ça, quoi. EDF veut être vraiment présent. C'est du très concret. Vous voyez, on a un client, alors je ne peux pas donner son nom, mais qui est un géant de la chimie et de la cosmétique dans la région. On a appliqué en fait cette méthodologie-là. Et cette méthodologie, c'est celle qu'on a appliquée aussi à cette forge, je me permets de le citer. Déjà, c'est la sécurisation. C'est-à-dire, en gros, on va prendre un contrat. On peut, à l'heure actuelle, bloquer un prix jusqu'à 2031. Vous avez entendu, ils en ont mieux parlé que moi tout à l'heure d'inflation. Ça peut être intéressant quand on calcule un coût d'énergie qui est bloqué 5 ans. Regardez bien le coût de l'inflation sur 5 ans et le coût de votre kilowattheure. On peut avoir intérêt à avoir une fenêtre de tir qui est intéressante. Donc, vous redonnez un peu finalement de visibilité et assouplir justement les stratégies des entreprises. Ça leur permet d'avoir de la visibilité, ça permet de sanctuariser leurs marges. Et ça, c'est décisif. Donc, on va être sur la sécurisation. La deuxième méthodologie, c'est de faire du pilotage par la data. Vous voyez, le client dont je parlais, 21 sites de production, ils sont tous mis sous monitoring. Et c'est aussi ce qu'on fait chez cette forge. Ce qui permet de gagner, d'aller chercher, d'aller voir les optimisations, de voir quand une ligne de production démarre, est-ce qu'on a du réactif, est-ce qu'on consomme trop. Tout ça, en fait, va être piloté. On va être sur l'électrification de process. On va vous accompagner. On a modernisé en fait une ligne de production. On en parlait là aussi. Et on obtient très rapidement des résultats. Et les résultats, ils sont en tonnes de CO2 économisées. Ils sont en gigawattheures d'énergie économisée. Et en plus, ça booste un point qu'on n'a pas évoqué, qu'on évoquera peut-être après. C'est les certifications. Par exemple, la ISO 50001. Je crois qu'il y en a qui sont en audit à l'heure actuelle. Ça leur parlera. Mais voilà comment on peut accompagner en fait toutes nos entreprises sur le territoire, à la fois sur de la fourniture, mais pas que. Si on ne reste que sur de la fourniture, on fait une erreur. Il faut appréhender l'énergie dans un spectre complet. Et finalement, vous êtes au cœur de l'industrie. Mais vous complètement. pouvez totalement justement répondre aux besoins, essayer de décortiquer finalement ces besoins industriels pour essayer d'apporter différentes possibilités, au moins un panel de toutes ces possibilités. C'est exactement ça. Et je finirai par une phrase. Si la transition énergétique, on la voyait comme une contrainte, c'est un formidable finalement moteur d'innovation, de rentabilité, et en particulier par le biais de l'électrification. Et en plus, on sent bien qu'on est obligé d'y aller, donc autant profiter au maximum de tout ça. Alors je vais me tourner aussi du côté de Daniel Damar sur cette question justement de l'énergie. Comment vous regardez, vous, au niveau de Métropole, cette mutation énergétique ? Je crois que, vous l'avez bien dit, c'est une opportunité. Ça nous contraint, mais dans le bon sens, à évoluer. Je vais évoquer deux sujets. Il faut que d'abord la métropole soit vertueuse. La ville de Saint-Étienne, pour donner que cet exemple-là, qui a des écoles, des gymnases, etc., c'est 1 million de mètres carrés de locaux à gérer. C'est énorme. Et là, il faut que nous montrions et que nous devenions vertueux sur le sujet. Et qu'on électrifie petit à petit le chauffage, etc., de nos bâtiments. Donc, vous vous portez finalement comme un peu cette idée de
montrer l'exemple Je sur crois tout ça. qu'on a ce devoir, nous, collectivités, de montrer la voie. L'exemple, je ne sais pas, mais au moins la voie. Et c'est important pour nos concitoyens, bien sûr. Le deuxième sujet, c'est, je crois que nous, collectivités, on est souvent la première porte d'entrée des entreprises, quel que soit le sujet qu'elles abordent. Et on n'a pas la compétence sur tous les sujets, bien évidemment. Mais on doit être le relais, l'accompagnant vers les solutions de n'importe quelle question. Et on porte pour ça un certain nombre de programmes, des programmes qui sont souvent des programmes nationaux. Je vais en citer un. C'est le programme Territoire d'industrie, qui est un programme qui est doté de 837 millions d'euros au niveau national. Alors on a réussi, grâce au travail des équipes, d'en capter un petit bout. Pas assez à mon goût, mais quand même un petit bout. C'est déjà une bonne chose. Au moins, oui, ça ramène aussi la lumière sur aussi notre territoire et cette capacité d'être sur l'industrie. Ce programme, il a un côté systémique. Hein. Il parle d'énergie, il parle d'innovation, il parle de compétences. Et sur la partie énergie, ça nous a permis d'accompagner un certain nombre d'entreprises sous forme de subventions dont on a instruit les dossiers pour les faire progresser dans cette problématique énergétique, ou un certain nombre de territoires, je pense à Andrézieux-Boutéon, où des entreprises ensemble partagent des ressources de manière à être plus vertueuses. Voilà un peu deux exemples de ce qui est possible pour une collectivité. Et la collectivité, en plus, peut être là pour insuffler, pour donner de l'information autour de tout ça. Alors, quand on parle d'énergie, justement, on se dit tout de suite des enjeux aussi de croissance. Donc, on va pouvoir passer à notre troisième sujet. Produire, c'est bien, mais il faut également investir pour cela. Et investir aujourd'hui, comme on l'a déjà énoncé dans ce contexte incertain, ce n'est pas neutre. Entre financement, trésorerie, prise de risque. Comment aujourd'hui on arrive concrètement à développer son entreprise? Alors avec moi, on a Philippe B, donc de BP Aura. Ma question, c'est comment une banque, comme la Banque Populaire, accompagne la croissance justement des entreprises et parfois sur des secteurs qui ne sont pas forcément évidents, comme la défense et le nucléaire. C'est des marchés porteurs, mais pas évidents. Bonsoir à tous, bonsoir Laetitia. Alors je voudrais démarrer d'abord par quelque chose qui est majeur. Ceux qui aujourd'hui savent transformer au mieux les menaces en opportunités, c'est vous, ici, entrepreneurs. Et nous, on a une mission, un devoir, c'est d'abord d'être à votre écoute. Et quand on parle de souveraineté, j'aime à rappeler quand même, l'histoire est toujours intéressante pour se projeter sur l'avenir. Le nucléaire en France, c'est lié son accélération au premier choc pétrolier de 1973. Oui, donc c'est pas nouveau. Et si je mettais une dose d'humour à notre émission de ce soir, je dirais, Sylvain, que plus le détroit d'Ormuz est bloqué, plus le mix énergétique va s'imposer à tous. Alors, on ne va peut-être pas souhaiter le blocage du détroit d'Ormuz. Et on n'y contribue pas à ce blocage. Mais je voudrais, pour revenir à votre question, être plus sérieux, Laetitia, comment on accompagne les enjeux de souveraineté? Alors, on va partir un petit peu du macro, mais surtout, on va revenir à vous ici, entrepreneurs. La première chose, c'est que les menaces dont on a brillamment parlé précédemment, aujourd'hui, elles ont remis au cœur des préoccupations de tous et des politiques, on peut d'ailleurs s'en féliciter, les sujets de souveraineté. Alors les souverainetés, elles sont militaires, elles sont alimentaires, elles sont médicales et évidemment la souveraineté énergétique. Et donc, oui, nous, Banque Populaire, banquiers accompagnant d'une PME sur 2 et d'une ETI sur 3, eh bien, on doit être à l'écoute de nos clients. Et entre la macroéconomie et la microéconomie, c'est-à-dire votre écoute, moi aujourd'hui, je rencontre des dirigeants comme Didier Forestier qui nous parlent de carnet de commandes à 105, 110 et qui freinent même. Et qui freinent, on est bien d'accord, qui freinent. Et c'est ce qu'il a parfaitement expliqué tout à l'heure. Donc,
nous, on n'est pas à la place de l'entrepreneur, mais on a ce devoir de l'écoute et de l'anticipation. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, on a engagé auprès de tous nos clients entrepreneurs des entretiens stratégiques. Dans 5 ans, comment vous voyez? Et 5 ans? la caractéristique même de l'industrie, c'est le temps long. Les industriels, c'est des gens qui travaillent sur le temps long. On ne met pas en place un process industriel sur un temps court. Et poser les questions du temps long, c'est des questions difficiles pour nous, banquiers. Ah bah oui, c'est sûr, on l'a bien vu avec le contexte. Mais nous sommes prêteurs, court terme, moyen terme, long terme. Alors, revenons aux fondamentaux, parce qu'il y a des fondamentaux dans tous les métiers. Pour bien financer, il faut déjà bien prendre le temps de vous comprendre. Ce que notre société actuelle zappe très souvent. On va vite, trop vite, et on ne prend pas le temps de la compréhension. Alors, espérons que l'IA puisse nous permettre de passer le temps de cette compréhension. Alors, ça veut dire quoi? Oui, bah c'est ça. Est-ce que nos industriels viennent vous voir aussi assez tôt? Parce que c'est toujours pareil. Alors, c'est tout à fait ça, mais c'est aussi à nous d'être proactifs, nous banquiers. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'ensemble de nos chargés d'affaires entreprises systématisent les questions du temps court et du temps long. Et aujourd'hui, dans le domaine de la souveraineté, je pense au domaine de la défense, on discutait avec certains d'entre vous avant cette émission, on parle beaucoup de commandes importantes, mais pour l'instant, elles ne ruissellent pas encore à date dans nos PME sur le territoire ligérien. Il y a des effets d'annonce. Les effets d'annonce sont là, mais on sait qu'il va y avoir une accélération. Et il faut être prêt. Il ne faut pas être prêt dans 2 ans, dans 3 ans. Il faut qu'on soit prêt tout de suite. Aussi, dans le groupe Banque Populaire, on a mis le financement des souverainetés au cœur de nos préoccupations. Et pour parler du bien financé, parce que le pire, c'est bien d'être financé, mais il faut surtout être bien financé. Parfois, on peut être mal financé. Et vous allez me comprendre. Ça permettra d'ailleurs à Gilles de pouvoir rebondir sur certains aspects. Dans un développement, il y a plusieurs niveaux de développement et évidemment plusieurs sujets. Il y a évidemment, pour accompagner une croissance, un investissement humain, en capital humain. Il y a l'investissement en parc industriel, on vient d'en parler ici. Il y a l'investissement en R&D. Il y a l'investissement qui peut être celui de dire je ne peux pas faire en interne, mais je peux peut-être penser à une croissance externe. Et en fonction de cette nature d'investissement et de stratégie, nous, on a une mission, et je prends toujours cette idée ici, pas très loin de Saint-Étienne, du vélo et du tandem, c'est que la mission numéro 1 de l'entrepreneur, c'est que nous sommes ensemble avec vous sur un tandem. Vous êtes à l'avant du vélo, et nous, on doit vous permettre de pédaler au bon rythme. Et c'est là où il faut savoir adapter le financement aux besoins qui est associé. Alors, ça peut être du financement à court terme, quand il s'agit de BFR, on en parlera tout à l'heure un petit peu plus en détail, financement moyen-long terme, et puis parfois aussi, il faut savoir renforcer ses fonds propres, parce qu'on ne fait pas tout avec de la dette. Et le renforcement des fonds propres permet à chacun d'acquérir une sérénité. Et on a une autre chance en France, en plus de notre savoir-faire en matière de production électrique, c'est qu'aujourd'hui, on a des acteurs, des investisseurs, c'est ce qui a beaucoup changé par rapport à 20 ou 30 ans en arrière, qui sont en capacité pour investir en fonds propres. Et en particulier aussi, et c'est important, sur les domaines de la souveraineté. Parce que ici, nous sommes dans l'industrie. On est au cœur. La défense, c'est une évidence. Depuis quelques mois, j'aime à le rappeler quand même. On est d'accord. Mais on pourrait parler également de la souveraineté alimentaire. Personne ne sait qu'aujourd'hui, on pourrait perdre, dans un pays qui est référent en matière alimentaire, cette capacité à être autonome sur ce sujet-là. Donc, ça veut donc dire que parfois, il est important, évidemment, après avoir bâti ce plan stratégique, d'associer le bon financement aux bons besoins et donc, évidemment, peut-être parfois de parler de fonds propres. Alors, avant de parler de fonds propres, j'ai juste une petite question rapidement. C'est quoi le sujet le plus difficile à financer? Alors, pour vous embêter un peu. Merci Laetitia pour cette question. Si je devais caractériser le financement qui est très souvent oublié par tous, je dis tous,
Donc nous avons une co-responsabilité, sauf que le banquier a quand même un devoir de conseil. C'est quand on parle d'un plan de financement, on est ici, on pense à financer une machine, on pense à financer des murs, c'est, j'ai envie de dire, assez classique. Mais ce qu'on oublie souvent, parfois, c'est le besoin en fonds de roulement qui est associé à la croissance. On le disait, en ce moment, il y a des problématiques d'approvisionnement. Il y a aussi des sujets d'augmentation du prix de la matière première. Il y a des outils de couverture, il y a des outils d'accompagnement sur les besoins à court terme. Et il faut toujours penser haut de bilan, financement, mais également accompagnement du cycle d'exploitation. Parce qu'une entreprise qui va mal, sa problématique ne viendra jamais de l'investissement qui n'a pas été financé en moyen long terme, mais pour souvent, la plupart du temps, par une crise de liquidité à court terme. Donc, et c'est le court terme qui fait mal. Exactement. L'ensemble est indissociable, haut de bilan, financement moyen long terme et accompagnement du cycle d'exploitation. J'ai envie de me tourner du coup vers Gilles, on est d'accord, Gilles Coudon. Aujourd'hui, quels sont pour vous les nouveaux besoins que vous voyez émerger justement sur ces sujets que l'on vient d'aborder? Oui. Alors on veut parler en particulier des secteurs de la défense et du nucléaire dont on parle beaucoup en ce moment. Alors sur ces sujets, la France et l'Europe ont décidé de réinvestir massivement dans la souveraineté, en particulier sur le réarmement et en particulier sur la relance du nucléaire. Donc une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a eu les effets d'annonce et le buzz, la question concrète qui se pose, c'est qui va financer et comment on va le financer. Et là, les choses ont beaucoup changé. Et on peut vraiment dire même qu'il y a eu un renversement de paradigme, puisque historiquement, depuis des décennies sur ces secteurs, qui finançait c'était l'État avec les commandes publiques, c'était les grands groupes industriels, les Dassault, les Thales, les EDF, les Naval Group, etc. Et puis le financement bancaire. Et par contre, il y avait beaucoup d'entreprises de taille moyenne qui étaient sous-capitalisées. Pourquoi? Pour deux raisons. Parce que associé à ces secteurs-là, il y avait un risque réputationnel. Et puis, on a eu une période avec la montée en puissance de l'ESG qui considérait que ces secteurs n'étaient pas durables et n'étaient pas éthiques. Donc ça a été un très gros problème. Alors oui, sur ce, je peux juste réagir justement par rapport à ça. Je sais que moi, souvent, j'utilisais le mot armement et on m'a tapé sur les doigts pour dire non, Laetitia, on parle de défense. Oui. On est d'accord sur cette notion d'éthique. C'est vrai, absolument. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a vraiment une mutation. Les choses ont vraiment beaucoup changé par rapport à ça. Donc, ce qui a été modifié également, sous la contrainte, c'est l'explosion de ces besoins de financement et des budgets publics qui sont également contraints. Donc ça a amené à réfléchir à d'autres moyens de financement. Et donc ce qui a changé également, c'est l'environnement réglementaire. L'environnement réglementaire pénalisait ces secteurs parce que l'épargne privée n'était pas fléchée vers ces métiers-là. Donc si on rentre un peu plus dans le détail et si on prend par exemple spécifiquement le secteur de la défense, c'est là où le changement de paradigme a été le plus fort, puisque c'était des secteurs qui n'étaient pas fréquentables. Ils étaient assimilés au tabac, ils étaient assimilés aux jeux d'argent, aux films roses. C'était vraiment péché de financer la défense. Donc ça a vraiment été beaucoup modifié. Il y a quelques chiffres qui sont extrêmement parlants. Le financement bancaire pour ce secteur-là, c'est plus de 45 milliards d'euros. C'est en augmentation de 70% par rapport à 2021. 70%. Ouais, plus 70% par rapport à 2021. C'est très très significatif. Oui. Ce qui a changé également, c'est que la Commission européenne a accepté que les dépenses de défense rentrent dans la finance durable. Et ça a débloqué en particulier chez tous les organismes de placement. Les valeurs de défense sont désormais intégrées dans les instruments d'investissement cotés que vous pouvez acheter.
Donc ça a été un déblocage qui était important. Et puis, dernier élément, le capital investissement, le fameux private equity, s'est mis en route. Depuis 3 ans, il y a 3,5 milliards qui ont été levés pour un investissement dans ce secteur de la défense. Il y a un objectif de 7 milliards. Et d'ores et déjà, l'an dernier, il y a 900 millions qui ont été investis dans ce secteur. Donc on peut vraiment dire que la machine est en route. Donc ça, c'était pour le secteur de la défense. Pour le secteur du nucléaire, je crois que visiblement, je crois que vous le savez aussi bien que moi, le plus grand changement, c'est que le financement du nucléaire est devenu vert. Voilà. Et il y a, vert comme Saint-Étienne. Hein. Voilà. Il y a par exemple, visiblement, sur le financement des EPR2, qui représente un investissement quand même de 70 milliards, c'est très très significatif. Eh bien, il y a 60% de ces dépenses qui vont être financées par des crédits bonifiés qui viennent de l'épargne réglementée. Donc l'épargne réglementée, c'est le livret A. Donc on peut dire aujourd'hui que finalement le livret A est en train de financer le nucléaire. Voilà. Donc c'est quand même une petite révolution, ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Donc en synthèse, c'est à la fois un renversement doctrinal avec des secteurs qui n'étaient pas fréquentables et qui aujourd'hui deviennent acceptables et même valorisés. Première chose. Et puis deuxième chose, c'est l'élargissement des sources de financement, en particulier vers l'épargne privée. Voilà. Vous vouliez réagir, Sylvain? J'ai juste une petite remarque. C'est très intéressant ce que vous disiez sur le nucléaire. Pour dire qu'à une époque, il y a quelques années, on parlait de l'arrêt du nucléaire, de la fin du nucléaire. Aujourd'hui, je vais le dire comme ça, le plus vert des écolos stéphanois, comme ça je ne prends pas de risque, n'imagine pas un mix énergétique sans nucléaire décarboné. C'est aussi ce qu'il faut dire. Le nucléaire français, c'est 4 grammes de CO2, quand en Inde c'est 400, quand en Chine c'est 600. Donc il faut remettre en perspective, mais aujourd'hui effectivement le nucléaire est redevenu très fréquentable et on parle de nucléaire vert. Et on parle de nucléaire vert. Alors j'ai une question donc dans le public. Si, je crois bien. J'ai bien une question dans le public. Bonsoir, Olivier Lange, directeur général de SEB Automation à Saint-Priest-en-Jarret. On intervient sur 3 activités principales: conception de machines spéciales jusqu'à installation sur site client, montage mécanique de précision et prestations en automatisme. Ma question est la suivante. Comment accompagner de façon concrète un investissement industriel significatif sur 2 ou 3 ans? Merci beaucoup Olivier pour votre question. Alors là aussi, il a fallu rechanger quelques chakras, en particulier dans notre approche bancaire, puisqu'il faut aussi le reconnaître, ces dernières années, les financements industriels massifs dans des unités se pratiquaient de moins en moins. Et donc ça veut dire que quand on finance un investissement lourd sur 2-3 ans, échelonné dans le temps, avec des phases projets, il faut aussi architecturer le financement avec une structure, avec des phases intermédiaires, parfois même ciseler la dette de telle et telle manière que sur les 2 premières années où on est en phase de lancement, on va alléger la charge de la dette. Et puis, coller aussi, ce que je disais précédemment, les besoins en fonds de roulement associés à l'investissement. Parce que ce n'est pas le tout d'accompagner la nouvelle ligne de production, encore faut-il aussi pouvoir rendre le cycle d'exploitation, le paiement des fournisseurs, les délais clients. Et donc, il y a des éléments là-dessus de rassurance. C'est qu'aujourd'hui, on fait ce qu'on appelle du financement de projet. C'est du sur-mesure, finalement. C'est du sur-mesure. On voit le projet et on adapte. Voilà, c'est du sur-mesure. Alors, il faut reconnaître aussi qu'il nécessite, et c'est là aussi où il faut qu'on soit en anticipation, le fait que vous puissiez être accompagné sur la modélisation du projet. Puisqu'en fait, évidemment, quand on va faire un financement industriel étape par étape, il va falloir débloquer des fonds à certaines périodes. Et donc, évidemment, il faut qu'on puisse, dans le plan de financement, intégrer ce différent phasage. Quitte parfois aussi à revoir certaines positions en phase intermédiaire. Donc ça, c'est un savoir-faire. Ça s'appelle du financement structuré. Et c'est également l'enjeu majeur d'investissement sur le temps long et en phase successive. C'est histoire aussi de ne pas freiner des projets, finalement. C'est vraiment de pouvoir s'adapter pour ne pas les freiner, pour pouvoir accompagner au mieux. Tout à fait. Alors, je voulais aussi revenir sur cette notion de fonds propres.
En me tournant vers vous, Gilles Coudon, du coup, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce renforcement des fonds propres? Des fonds propres, oui. Oui, parce qu'on a parlé beaucoup de souveraineté nationale. On peut également appliquer ça à l'entreprise, la souveraineté de l'entreprise. Et qu'est-ce que peut être la définition de la souveraineté pour un entrepreneur? Eh bien, c'est la capacité qu'il a à décider seul de l'avenir de sa société et de son développement. Et cette indépendance stratégique, elle peut avoir un corollaire parfois, à savoir que financièrement, il peut être amené à réfléchir sur l'évolution de sa base actionnariale, de l'ouverture de son capital. Et donc là, ce qu'on peut vous dire, c'est les recommandations que l'on peut faire, c'est vraiment la préparation. Ce sont des choses qui se préparent. J'aime bien cette phrase d'un sportif français qui a été plusieurs fois champion olympique. Il dit pour atteindre mes objectifs, je me concentre sur la préparation. Donc ce sont des opérations qui sont extrêmement lourdes et qu'il faut préparer en se posant des questions pourquoi, combien et avec qui je vais faire ça. Donc l'importance d'une bonne préparation. Oui, l'importance d'une très bonne préparation. Et la deuxième recommandation que je peux faire, c'est surtout se mettre en position de choisir. Parce que vous êtes entrepreneur, vous avez des clients, ces clients vous mettent en concurrence, vous avez des fournisseurs, vos fournisseurs, vous les mettez en concurrence, et au moment d'ouvrir votre capital, vous devez absolument créer cette situation de concurrence pour pouvoir être en mesure de choisir pour vous le bon partenaire. Oui, voilà. En gros, comme j'avais dit en introduction, faire les bons choix aujourd'hui pour demain, voilà. Qui est d'ailleurs l'enjeu de l'émission. Voilà. Alors si je peux me permettre, il y a également un dernier point, puisqu'on a parlé des financements bancaires, on a parlé des fonds propres. Je voulais juste vous parler très rapidement d'un autre instrument financier, parce que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que la boîte à outils financière qui est à votre disposition est en train de s'élargir, et les instruments financiers qui étaient avant uniquement disponible pour les boîtes du CAC 40 ou pour les grosses ETI, bien aujourd'hui, ça commence à être disponible également pour les PME. Alors, donc du sur-mesure, de l'adaptable. Alors, et plus précisément, donc c'est un produit financier qui se situe entre les fonds propres et entre la dette bancaire. C'est le financement obligataire. Donc le financement obligataire a pas mal de vertus. D'abord, c'est un financement qui est long, qui est sur plus de 5 ans. C'est un financement qui, contrairement à un crédit bancaire, ne s'amortit pas. Il est remboursable in fine à l'échéance. Et c'est un produit qui est non dilutif. Aujourd'hui, si on parle du secteur de la défense, il y a 6 fonds d'investissement, les fonds de dette, parce que ce sont des fonds spécifiques qui s'appellent les fonds de dette. Aujourd'hui, pour le secteur de la défense, vous avez 6 fonds de dette qui sont spécialisés et qui peuvent investir jusqu'à 1,2 milliard. Voilà, donc des possibilités, il y en a plein. Voilà, tout ça pour vous dire que ce secteur est vraiment en train de bouger, et les modes de financement également sont en train de se mettre au diapason de la croissance qui est en train d'arriver. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on va passer au dernier sujet pour justement parler du nucléaire. Alors le dernier sujet de la soirée, c'est justement le nucléaire. Et surtout, c'est venu pour moi une évidence, puisqu'effectivement, ce marché-là du nucléaire est en train de bouger, de s'organiser sur notre territoire. On parle de souveraineté, de réindustrialisation et de compétitivité. Alors j'avais trouvé quelques chiffres, Jean-Denis. 250 000 emplois en France, plus de 2000 entreprises, et c'est la 3e filière industrielle du pays. Vous me confirmez tout ça, Jean-Denis? Oui, bien sûr. C'est des chiffres qui sont très, très importants. Et ce qu'on peut dire sur le marché du nucléaire, donc ça a été déjà bien évoqué avec tous les éléments de contexte, géopolitique et de souveraineté. On est passé effectivement d'un nucléaire bashing à vraiment du nucléaire qui a le vent en poupe, avec toutes les annonces du gouvernement, soutenues évidemment par le déploiement des 6 EPR qui sont annoncés, dont 2 en aura. Alors c'est pas pour tout de suite, j'y reviendrai sur la notion du temps long du marché du nucléaire.
Mais il y a également les SMR, les AMR. Donc il y a un panel, et j'oublie le carénage, hein, donc la prolongation de la durée de vie des 56 réacteurs nucléaires qui sont aujourd'hui en service. Donc il y a vraiment des opportunités à saisir. Et quand au sein de l'UMM, on a fait des enquêtes d'opportunités, etc., c'est vrai que c'est un secteur qui est sorti quand même assez haut dans les intentions des industriels. J'ajouterais à ça... Est-ce que ce n'est pas un marché un peu réservé quand même aux initiés, aux habitués de ce marché-là? Oui et non. C'est-à-dire que, donc fort de ce constat, je répondrai à la question, mais fort de ce constat, le collectif économique de la Loire s'est rassemblé autour de Fusion 42 avec donc l'UMM Loire qui est le pilote de projet, mais aux côtés de la Chambre de commerce et d'industrie Lyon Métropole, Saint-Étienne, Roanne et le cluster Méca-Loire. On est soutenu également par la préfecture. Donc on s'est rassemblé pour proposer justement aux industriels qui se posent des questions sur ce marché du nucléaire des clés de lecture. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la Loire, on a 1200, si on regarde la filière métallurgique, on a 1200 entreprises, beaucoup de petites entreprises. 1200 entreprises sur la Loire, alors que j'ai dit qu'il y avait 2000 entreprises 1200 entreprises de la métallurgie. Ah, oui, de la métallurgie, pardon. Et les entreprises que vous mentionnez, c'est celles qui sont actives dans le nucléaire. Qui sont actives, justement, ces initiés. Et notre cartographie qu'on a menée, il y a grosso modo 3 tiers. 30% d'entreprises sont déjà bien actives dans le nucléaire, 30% ont un petit chiffre d'affaires et 30% sont totalement absentes du marché. Et pour ces 2 dernières cibles, c'est comment on les accompagne pour comprendre comment est structuré ce marché, qui est très structuré. Hein. Il y a EDF, évidemment, tout en haut, j'allais dire. Et puis, il y a des grands donneurs d'ordre, il y a des équipementiers de rang 1, de rang 2. Et toutes les entreprises n'ont pas vocation tout de suite à contractualiser avec des grands équipementiers de rang 1. Et c'est tout l'enjeu de l'écosystème industriel ligérien, c'est de rentrer dans ce marché à la bonne vitesse. Tout à l'heure, on disait faire les bons choix. Faire les bons choix, voilà, au bon moment. Aujourd'hui, il ne faut pas confondre confondre vitesse et précipitation. Et il y a certaines étapes, certaines exigences requises par le marché du nucléaire auxquelles il faut savoir répondre. Alors j'ai également une dernière question du public. Bonsoir à tous. Gérald Pochon du cabinet L'Expart, un cabinet d'avocats qui intervient auprès des entreprises industrielles. Une question pour vous. Est-ce que vous pensez que nous sommes prêts sur le territoire en termes d'organisation industrielle pour répondre à ce sujet de la relance du nucléaire? Alors non seulement on est prêt, mais en plus, dans le collectif que je représente ce soir, on en est convaincu. Et c'est tous les enjeux de la bonne compréhension de ce marché nucléaire. Tout à l'heure a été dit aussi que le territoire ligérien avait pu se retourner à plusieurs reprises dans son histoire au fil des crises et des retournements de l'industrie. Et donc c'est toujours vrai. Aujourd'hui, nous sommes convaincus du dynamisme et du savoir-faire des entreprises ligériennes à pouvoir répondre à ces grands enjeux. C'est d'ailleurs une des missions de Fusion 42, c'est de faire rayonner les entreprises ligériennes au sein du marché du nucléaire, leur donner de la visibilité. Rayonner, c'est ramener en fait ces grands donneurs d'ordre à dire attention, ici, il y a des savoir-faire. Oui, et beaucoup parce qu'en fait, la Loire souffre d'un petit déficit de notoriété. On n'a pas de centrale nucléaire de production d'électricité. On est bien d'accord, oui. On n'a pas de grands acteurs du nucléaire, à l'instar de la défense, par exemple, ou de l'aéro.
Donc on a ce besoin de se faire connaître. Et le savoir-faire, il est là. Le savoir-faire, il est là. Il y a beaucoup de gens qui sont ici, qui sont déjà actifs, avec des pourcentages de chiffre d'affaires relativement importants. Donc le savoir-faire, il existe. Nos enjeux, c'est de faire progresser. Alors Fusion 42, pour répondre à la question quoi de neuf cette année, depuis le mois de mars 2026, on a organisé un certain nombre d'ateliers autour des sujets qui ont été un petit peu abordés ce soir, sur la compréhension de la filière, sur tous les aspects de sûreté, sécurité, cybersécurité. On n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est un point vraiment important. On a fait un atelier autour de la finance avec des organismes bancaires, au cours desquels on a parlé beaucoup de BFR, de fonds propres, de consolidation et de l'assise financière des entreprises. Mais également, on a parlé de c'est quoi les exigences, notamment industrielles, sur l'excellence opérationnelle, avec un témoignage de certaines personnes ici présentes, que je remercie de nouveau pour les témoignages très impactants. Voilà, c'est d'arriver à faire comprendre qu'il faut du pragmatisme, beaucoup de réalisme, mais c'est possible. Des entreprises de petite taille, aujourd'hui, adressent les grands donneurs d'ordre, donc c'est possible. Il faut y aller en bon ordre de marche. Voilà, c'est possible, il faut s'organiser, il faut avoir des bons partenaires pour ça et il faut pouvoir s'informer correctement. Alors j'ai une question pour M. Damar, du coup. Est-ce que notre territoire est également prêt à saisir cette opportunité ? Je crois que ça vient d'être bien exposé. Je suis convaincu que le territoire est prêt à relever le défi. Non seulement il est prêt, mais il est en train de le faire. En fait, on est en ordre de marche. Et la meilleure preuve, c'est cette création formidable de Fusion 42, qui est la preuve que toute une profession est capable de se mettre en marche collectivement pour aller à la conquête de marchés qui sont formidables. Enfin, 6 EPR2, le carénage de je ne sais combien de centrales, les EPR du budget, c'est à quoi, 150 km d'ici Oui, à peine. À peine. Donc c'est à portée de fusil, si j'ose dire. Donc voilà, donc tout ça, ce sont des opportunités formidables pour ce territoire, qui est riche de son industrie historique. Alors, on a un taux d'emploi dans l'industrie ici de 21%, je crois. C'est le double de certains autres départements, ou le triple. On a parfois du mal à s'en rendre compte, mais on est Oui, pourtant, on parle toujours de pénurie, pourtant. Oui, mais on est quand même un territoire d'industrie. Donc nous, notre rôle en termes de collectivité, ça va être d'accompagner ça le plus possible, de s'assurer que tous les acteurs sont en marche, que ce soit, bien évidemment, les industriels. Ça, ils font le job, j'ai aucun doute. Mais que côté formation, qu'on s'assure que les jeunes ingénieurs qu'on forme restent sur le territoire autant que faire se peut, parce qu'on a besoin d'eux. Donc il faut qu'on ait des territoires qui soient attractifs, qui soient sympas, où on ait un bon niveau de prestations culturelles, d'offres culturelles, etc., d'offres sportives. Donc ça, c'est notre rôle de collectivité. Il faut aussi qu'on continue de travailler sur l'innovation. On va, je pense, bientôt annoncer le lancement du BHT2. Vous savez qu'on a un bâtiment des hautes technologies à Saint-Étienne. On programme un deuxième bâtiment des hautes technologies. C'est un investissement de 23 millions d'euros. Donc c'est très très important pour la collectivité. Et puis pour s'assurer que l'ensemble des opérateurs du territoire sont dans une marche positive et collective, on va annoncer prochainement, c'est un scoop si j'ose dire, un scoop ce soir alors, c'est chouette. Un conseil stratégique de l'industrie qui réunira autour du président de la métropole les principaux acteurs de l'industrie pour s'assurer que le territoire est bien en marche pour la réussite et la conquête de ces marchés. Dont le Club J. Donc Club J, bien évidemment. Bien évidemment, on est bien d'accord. Si vous me permettez, alors, juste un petit mot, Laetitia, mais c'est plutôt le côté donneur d'ordre d'EDF. Je voulais quand même le dire parce que le travail qui est fait par Fusion 42, la Loire est vraiment en train de revenir au centre du jeu pour reposer des entreprises, pour travailler sur le grand carénage, pour travailler aussi sur les EPR. Et il y a un point qui a été apporté à la fin qui est très important, surtout si on est parent, c'est que dans les années qui viennent, c'est des milliers de postes dont on aura besoin dans le nucléaire. On parle de 9000 postes dans les 10 ans qui viennent, d'ingénieurs, de soudeurs. Donc on a un vrai intérêt aussi sur la formation.
Oui, oui, cette notion aussi de compétence. D'ailleurs, Fusion 42 est bien sur ces aspects-là. Oui, on n'en a également. pas parlé des compétences, mais effectivement, c'est un des enjeux, les autres secteurs aussi, mais sur le nucléaire particulièrement. Et effectivement, on va aussi travailler sur le sujet. On prévoit un atelier sur l'enjeu compétences au sens très large prochainement dans le cadre de Fusion 42. Donc on a tous les atouts sur notre territoire pour que nos entreprises industrielles réussissent, qu'elles puissent à la fois investir, qu'elles puissent sécuriser également leur choix aujourd'hui pour demain. Je crois que j'aime bien cette phrase, je la réutiliserai. Alors on va passer à la conclusion du coup de cette soirée. On a débordé un peu par rapport à mes objectifs de temps sur cette émission. On a parlé d'économie d'énergie, de financement, de souveraineté, beaucoup de souveraineté, et du marché également du nucléaire. Alors je remercie bien sûr la Banque Populaire, EDF, Saint-Étienne Métropole et l'UIMM de nous soutenir, de soutenir le Club J au quotidien. Et donc je voulais remercier aussi cette forge. Je vais appeler du coup Didier Forestier pour m'aider du coup à conclure cette soirée. Belle émission. Merci à nos partenaires, à ceux qui nous accompagnent. J'ai retenu plusieurs choses et ça m'a même lancé peut-être des idées de débat à venir. On a parlé du temps long et j'apprécie qu'on en parle parce que effectivement dans l'industrie on a l'impression que tout est long, trop long. Et pourtant pour construire quelque chose de solide, il faut des fondations et les fondations, eh bien voilà, c'est du temps. Et quand on projette ce temps long à la génération qui arrive, je crois qu'un jour, on va arriver à quelque chose qui ne va pas s'accorder parce que la génération qui arrive, elle est dans l'instantanéité, alors que nous sommes tous d'accord, excuse-moi Laetitia, mais nous les anciens, pour dire que le temps long, c'est ce qui produit les meilleurs projets et les meilleures réussites. Donc, il y a un enjeu là que peut-être nous n'avons pas pris en compte, mais qu'il faudra peut-être avoir un débat dessus. En tout cas, tout est centré sur l'industrie. Je crois qu'autour dans ce plateau, tout le monde en est convaincu. J'espère qu'une chose, c'est que des élections arrivent prochainement. Si nous en sommes convaincus, soyons convaincants pour que les prochaines élections amènent à la tête du pays des gens qui soient aussi convaincus que nous et œuvrent vraiment pour l'industrie. Parce qu'on l'a dit ce soir, l'industrie est au cœur du réacteur, si je reprends cette vision-là. Et voilà. Et on n'a pas plus bel endroit que parler d'industrie que dans un lieu industriel. Industriel au pied des machines. Voilà. Et le Club J, vraiment, on a pris un virage de recentrer le Club J sur l'industrie. Et vraiment, aujourd'hui, ça me fait chaud au cœur que de parler d'industrie avec le Club J et l'ensemble de nos partenaires, parce que c'est vraiment ce qu'on a envie de faire. Et finalement, je crois que c'est la bonne décision qu'on a prise. Et comme on est sur le temps long, on va le continuer. Merci en tout cas à tous. Merci beaucoup Didier. Et bien moi, ce que je vous propose, c'est véritablement de conclure cette émission, mais surtout qu'on se retrouve donc dans un an. On était en direct sur YouTube et sur LinkedIn. L'émission sera en rediffusion sur la chaîne YouTube du Club J. Et surtout, j'ai envie de dire que on se retrouve l'année prochaine pour un prochain Quoi de neuf.